Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle table ronde de ce cher Salon Rent. Aujourd'hui, donc, on va essayer pendant 45 minutes de voir ensemble la thématique suivante, c'est comment les réseaux de mandataires peuvent profiter, ou en tout cas préparer leurs agents sur cette reprise du marché de 2025. Donc on a une belle table avec nous, on va essayer d'être bien efficace pour que tout le monde puisse bien échanger. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un mini tour de table pour commencer, et puis derrière on rentrera dans le vif du sujet. Olivier, tu es à côté de moi, je te laisse la parole, une petite présentation chacun et puis on rentrera dans cette table ronde. Donc Olivier Colcombet, président de Digiterre, ce sont les marques Capifrance et Optihome. Bonjour, Olivier Descamps, je suis le directeur général d'IAD France. Bonjour, Sébastien Tedesco, CEO de Keller Williams France. Bonjour, Gabriel Pacheco, Safety. Bonjour, Christophe Dupont-Avis, cofondateur d'Efficity et dirigeant d'Efficity. Bonjour, Michel Lebras, président de propriétéprivée.com. Super, donc merci à tous. Donc si on rentre dans le vif du sujet, Rent 2023 l'an dernier, le marché allait pas très bien. Il y avait beaucoup de conférences sur justement quand sera la reprise, est-ce que vous voyez la reprise arriver et si oui, sous quelle forme. Et là, depuis quelques temps, on l'entend passer dans les échanges entre nous et avec vos conseillers, on sent que ça commence à repartir. Donc la première chose, avant de voir comment vous vous y préparez et comment vous allez gérer cette année 2025, c'est concrètement comment ça se matérialise cette reprise. Qu'est-ce que vous voyez de manière très concrète, à la fois vous en termes au siège et puis sur le terrain, vos conseillers. Peut-être Olivier, tu prennes la parole en premier là-dessus. Alors déjà, je modérerai les ardeurs sur l'année 2024. Le début d'année était quand même dans la continuité de 2023, soyons très honnêtes. Et déjà, n'envoyons pas les mauvais signaux parce que, entre autres, côté gouvernemental, si on leur dit que tout va bien et que c'est reparti comme avant, un, ce n'est pas vrai, et deux, on n'aura pas le soutien qu'on attend, et tout particulièrement le soutien au marché de l'immobilier neuf, ancien, et à ces 4 500 000 Français mal logés. Donc ça, c'est le point de départ. Et effectivement, depuis l'été, voire un peu avant l'été, on a un vrai frein de la baisse, voire une stabilisation et des signaux de légère reprise. Ce n'est pas le même niveau, bien évidemment, selon le secteur d'immobilier, entre l'ancien, le neuf, le secondaire, les résidences montagne ou mer, mais on voit qu'il y a une tendance très clairement à plus de visites, et selon les mois, parce que d'un mois à l'autre, c'est aussi irrégulier, une reprise des compromis. Ok, très clair. Merci Olivier. La même chose chez IAD. Ouais, on a vu un frémissement au printemps, avec des croissances de l'ordre de 10 à 12% de compromis signés par agent. Et une vraie accélération depuis juillet, puisque depuis juillet, on est entre 25 et 30% de signatures de compromis par conseiller. Donc on s'était dit, c'est une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle est en train de faire l'automne, donc on est plutôt très content. Olivier l'a pas dit, mais la baisse des taux nous a aidés, très clairement. La baisse des taux a été un déclencheur. Et ensuite, tout le travail d'accompagnement de nos conseillers, où qu'ils soient, notamment des acquéreurs, pour les aider aujourd'hui à pouvoir acquérir le bien dont ils n'avaient pas accès il y a encore quelques mois. Donc nous, on est plutôt confiants. On pense que le plus dur est derrière nous. On reste vigilants. Les aléas politiques, on a appris qu'il fallait plutôt compter sur nous que d'attendre des cadeaux qui viennent des pouvoirs publics. Donc on est plutôt arc-bouté sur travailler encore un peu plus, accompagner un peu plus. Mais on est raisonnablement confiant, on a de bons résultats depuis maintenant 4 mois. Très clair, merci beaucoup Sébastien. À peu près les mêmes proportions que celles qui étaient évoquées par Olivier à l'instant, de l'ordre de 25% en progression de compromis sur le dernier trimestre par rapport à la période équivalente l'année dernière. Effectivement, les taux, les médias. C'est un marché qui est hautement psychologique et on a été un peu poussé dans l'été par ces moments d'acheter, etc. Là, je rejoins Olivier, ce que disait tout à l'heure, c'est un net rebond, oui. Il faut voir à quel point ça sera durable. J'ai connu, après 2008-2009, une belle année 2010, avant que ça se recasse un peu la gueule en 2011. Donc voilà, il ne faudrait pas non plus croire qu'on est revenu sur les mêmes tendances que les années précédentes, ce serait faux. Mais je pense qu'une année très correcte pour 2025 nous attend, quoi qu'il arrive. Pareil Gabriel, et au-delà des effets en effet taux qui sont importants et médias, est-ce que tu en vois d'autres d'ailleurs qui font que ce marché repart? C'est vrai que nous aussi, on a constaté une nette reprise depuis le printemps, comme tous nos confrères, de l'ordre de 23-25% en termes de compromis sur les 6 derniers mois, donc c'est extrêmement notable. Il y a évidemment la baisse des taux qui nous aide. Il y a les médias qui maintenant disent c'est le moment d'acheter, alors qu'il y a encore 6 mois, 9 mois, ils disaient c'est la crise dans l'immobilier. Et puis il y a aussi, il faut bien dire, les banques qui ont rouvert le robinet du crédit. Voilà. Donc confiant pour la suite,
raisonnablement confiant pour la suite, notamment parce qu'on pense qu'il y aura d'autres baisses des taux significatives dans les prochains mois. Et on reviendra sur ce sujet un peu des taux par la suite. Pareil, même question, Christophe. Alors moi, je ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit, hein, je constate la même chose. Alors, notre particularité, c'est qu'on est beaucoup dans les grandes villes et on a des taux un peu supérieurs de reprise, puisque depuis juillet, on a plutôt à 35% de croissance de compromis signés, pas par consultant, mais sur l'ensemble du réseau. Comme le nombre de consultants a baissé, c'est un petit peu plus élevé en termes de pourcentage, enfin de nombre de compromis par consultant. Donc ça, c'est la première chose. Et on a vu un phénomène à partir d'avril où les gens qui avaient envie de vendre avant se retrouvaient dans une situation où ils avaient besoin de vendre. Donc depuis le mois d'avril, en fait, on a une hausse assez sensible du nombre de mandats signés et avec des ventes qui se font dans les 2 ou 3 mois qui suivent et qui expliquent la tendance d'aujourd'hui. Et nous, notre perception, c'est que le marché va revenir à un niveau structurel qui est autour de 900 000 ventes. Donc on pense qu'on rentre dans l'année 2025 avec une bonne dynamique qui va nous amener probablement autour de 900 000 ventes contre probablement 750 000 sur 2024, avec effectivement un début d'année un peu noir et un printemps un peu plus riant. Et comment t'expliques ça qu'il y a eu ce shift aussi de passer de j'ai envie de vendre à j'ai besoin de vendre? C'est quoi quels facteurs? Parce que notre perception, c'est que auparavant, enfin, t'attends un petit peu pour vendre quand on te dit c'est pas le bon moment de vendre ou que c'est plus compliqué. Tu baisses pas forcément ton prix et tu arrives à un cycle, à un moment où tu es dans l'obligation de vendre. Et donc tous les cohortes en fait de personnes qui attendaient, qui étaient attentistes par rapport au prix, se sont décidées soit à acheter, soit à vendre d'ailleurs. Merci. Et moi, de mon côté, pour éviter de répéter la même chose, très forte croissance, pareil, aux alentours de 30% sur les compromis, ça, c'est répéter la même chose. Par contre, ce qu'on a constaté, parce que le compromis, c'est une conséquence. En fait, on a constaté, à partir de l'automne dernier, il y a exactement 1 an, la remontée très forte des mandats. Très, très forte depuis octobre dernier. C'était le signe avant-coureur d'un changement de marché, où on revenait dans un type de marché plus classique, qui est le marché où l'acquéreur a la main. Et ça s'est confirmé au printemps, où finalement il y a une stabilisation de la transformation de ces mandats en compromis dans leur durée. Et l'autre caractéristique que j'ai constaté aussi, c'est un été extrêmement dynamique en prise de mandat, anormalement dynamique, en particulier après la dissolution. Je ne sais pas si vous avez le cas vous, impressionnant et totalement atypique et qui a continué à se prolonger. Ça nous laisse augurer un bon avenir. Très clair. Et peut-être pour aussi donner un peu pour éclaircir un peu pour l'audience, si vous pouvez nous donner votre avis un peu prospectif, mais sur la partie taux, où en effet, on l'a vu, les taux ont baissé, et c'était quand même un gros facteur du début de reprise du marché. Mais quid, selon vous, des 3-6 prochains mois? Ce qu'on voit aux États-Unis où les taux ont bien baissé, puis parfois commencent un peu à remonter, on se pose un peu la question. Vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage dans le temps par rapport à nous? Voilà. Quelle est votre vision là-dessus et comment vous préparez vos conseillers sur ce sujet vraiment du taux qui, j'imagine, fait partie de leur discussion quotidienne avec leurs clients? Bon, on peut se dire que sur le premier trimestre 25, être à plus ou moins 3 est quelque chose qui semble être assez raisonnable qu'on a mis dans nos budgets. Donc aujourd'hui, des taux qui vont passer peut-être sous la barre des 3 sur le premier trimestre 25, ça semble assez prévisible. Alors pour compléter, moi je note que le taux, tout se cristallisait autour du taux. Aujourd'hui, on revient plutôt à des banques qui ouvrent les vannes et se cristallisent plutôt autour de l'apport. Et ça, c'est une particularité qui nous revient de nos forces de vente, de nos conseillers. Les banques sont plus généreuses, plus enclins à accorder des crédits, mais restent encore exigeantes en termes de durée d'apport. Donc elles gèrent leurs risques, bien évidemment, avec une grande attention. D'ailleurs, on le voit, ça intègre y compris le DPE. Si TG, elles sont moins enclines à prêter que si tu avais une lettre BOC, par exemple. Voilà, donc tout est dans le détail en réalité. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qui va être amené à durer pour le coup, les banques, ou est-ce que tu imagines un shift un peu dans les prochains mois? Les taux, on voit qu'il y a une tendance baissière. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'impact entre autres des notations France, parce que c'est lié. Et donc ça, je crois qu'aucun de nous autour de la table peut faire le malin avec une boule de cristal. Mais la tendance, elle est baissière. Est-ce que ça ira en dessous de 3 ? Mais être fin décembre ou début janvier entre 3 et 3,2, ça paraît carrément logique ou atteignable. Passer en dessous des 3, probablement début d'année prochaine. Je crois que ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il y a un moment où il faut arrêter d'attendre. Il faut se lancer. Ça reste des taux excessivement bas. S'il y a de l'inflation,
ça allégera le portefeuille des Français. Et donc, nous, on part du principe chez Capifrance Optimo, ça ne sera plus un frein à l'acquisition, le taux. Voilà. Et la confiance redevient l'élément clé. Il y a le taux, mais pour que tout le monde se rende compte du niveau de tendance qu'on a vécu dans les derniers mois, mi-2022, c'était 22 milliards de crédits octroyés par mois. On est descendu en début de cette année à 7 milliards par mois, divisé par 3. Alors ça remonte à 11 milliards actuellement. Mais finalement, il y a le taux, mais il y a la volonté des banques et le pouvoir des banques d'octroyer ces volumes. On reste quand même dans des volumes très inférieurs à la moyenne des 10 dernières années. Le 22 milliards était totalement atypique. Mais ce qu'on vient de vivre, 7 milliards par mois de crédit, ça veut dire à peine 60 000 logements financés par mois hein, en France. Hein. C'est minable. C'était atypique aussi. Et là aussi, comment tu l'expliques et toi, comment tu peux donner un peu de prévision à tes conseillers là-dessus sur est-ce que ça, c'est des choses qui sont normalement amenées à augmenter ou est-ce qu'on est très incertain là-dessus? On est incertain. On sent qu'il y a une tendance à l'octroi de crédit plus important, mais c'est quand même relativement incertain. Tu l'évoquais, toi, Olivier, effectivement, les conditions aussi françaises, elles viennent peser sur les taux. On voit qu'on a des taux à 10 ans qui sont plus élevés que le Portugal, quasiment. Enfin, on est au même niveau que le Portugal. Et donc, effectivement, on a une visibilité qui est quand même assez limitée sur ce sujet qui est fondamental. Martin, si je peux permettre, tu as raison d'insister sur la préparation des conseillers, parce qu'on fait de la macro, mais la réalité, c'est comment est-ce qu'on éduque nos conseillers et quelle pédagogie on fait pour les équiper, pour qu'ils puissent ensuite passer le message à leurs clients sur les impacts que ça a au quotidien, sur leur projet de vie. Et ça, je crois que c'est hyper important qu'on puisse élever le niveau d'éducation des conseillers sur ces sujets-là pour qu'eux-mêmes, ils puissent accompagner et coacher à la prise de décision leurs clients et de leur donner un peu de perspective, parce qu'un client bien éduqué, c'est un client qui prend les bonnes décisions par lui-même. Et généralement, quand ça vient de soi, c'est toujours mieux acquis. Et je crois qu'il y a un truc qui est important, c'est que pendant cette phase de récession où on avait beaucoup de mal à avoir accès au crédit, on a pris aussi le réflexe d'aller monter des dossiers de financement un petit peu en amont. Et c'est un truc qui va rester après la crise et qui aide beaucoup pour diminuer le taux de casse entre le compromis et l'acte authentique. Et donc, dans le quotidien de nos agents, c'est un truc fondamental qu'on a, je pense, systématiquement tous ici mis en place et qui est très efficace. Très clair. Est-ce que Gabriel, là-dessus aussi, un dernier petit mot avant de rentrer sur la partie des mandataires et comment vous les préparez à tout ça sur le marché? Une dernière petite note. Oui, je suis complètement en ligne. On devrait être autour de 3% en fin d'année. On espère que ça ira un peu en dessous. Mais en effet, il faut s'habituer. Je pense que des taux normaux sur du long terme dans l'immobilier, on sera autour de 3%. On a connu une période à 1%, mais qui est une période totalement exceptionnelle et anormale. Et il est très probable qu'on ne la revivra pas. Donc il faut s'habituer à ça. Il faut travailler sur ces bases-là. Et comme ça a été dit, 3%, ça reste un taux totalement acceptable pour les acquéreurs. Super. Donc c'est très clair, je pense, pour tout le monde sur la partie qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui et qu'est-ce qui est différent surtout du Rennes d'il y a un an et les messages ne sont pas les mêmes. Maintenant, une fois que nous on s'est dit ça autour de la table et Sébastien, tu as commencé à en parler un petit peu, qu'est-ce qu'on dit au conseiller et comment lui, sur le terrain, on le prépare à tout ça. On entend beaucoup quand même de petites reprises mais quand même incertitudes. Donc si vous le sentez, évidemment vos conseillers le sentent sur le terrain. Olivier, toi, comment tu le vois? Comment tu les prépares à tout ça? Le champ est assez large, donc on va voir. Mais déjà, psychologiquement ou mentalement, dans la manière de traiter avec leurs clients, comment on les prépare à tout ça? Alors la première chose, on les a invités, puisqu'on a gagné au moins un point de taux, on les a invités à reprendre les dossiers qui s'étaient fait recaler, parce que quand tu passes de 3,58, 4, 4,58 à 3,28, 3,30, eh bien, ça ouvre une fenêtre où tu peux rendre finançable ce qui n'était pas il y a 18 mois ou 12 mois, et potentiellement en plus avec une baisse du prix si c'est le même bien qui attend son acquéreur depuis la première proposition. Donc ça, c'est plutôt du process et effectivement pousser à avoir l'audace de retourner voir ton acquéreur et lui dire « je crois que ça vaut le coup de retenter ta chance ». Donc ça, c'est le premier réflexe d'un bon commercial, c'est de retourner. Ensuite, nous, on a fait un gros effort ces 2 dernières années pour renforcer nos outils et on est reparti sur de nouvelles technologies en espérant que la reprise revienne pour en profiter et permettre à nos conseillers d'être plus efficients, plus efficaces dans la relation client et donc aller chercher ce vendeur. Parce que n'oublions pas que les vendeurs, on a tous plus de mandats, c'est une évidence. Mais on a aussi plus de mandats parce que le vendeur est un peu contraint, parce que le temps a filé, mais aussi parce qu'il est beaucoup plus confiant dans sa capacité à vendre. Et quelqu'un qui met un bien sur le marché, qui se dit de toute façon, si je ne le vendrai pas ou si je le vendrai, ça sera bien moins bien que l'année dernière,
parce que la presse avait annoncé entre autres des crashs de 30%, il n'y va pas. Et là, ça s'est stabilisé, donc on voit des vendeurs qui reviennent aussi parce que ça s'est assaini. Et côté acquéreur, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on parle de reprise des prix, de hausse et de baisse des taux, vous l'avez vu, tu en as parlé, Gabriel, la presse dit il faut y aller, les gens y vont, quoi. Parce que ça ne sert à rien d'être tout le temps attentisme. Et ces années perdues, ils ne les récupéreront jamais. Donc on pousse effectivement à reprendre ses clients, à reprendre son bâton de pèlerin et à reprospecter. Et il s'avère que les mandats tombent, les compromis derrière, parce qu'on commence à réaligner les planètes. Très clair. Olivier aussi, un prisme un peu de réactivation des fichiers acquéreurs qu'on avait peut-être laissé un peu tomber. Oui, certainement. On a fait beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'ateliers auprès de nos conseillers, des ateliers de requalification des mandats. Aujourd'hui, des mandats qui étaient trop élevés, des vendeurs qui ne voulaient pas baisser leur prix. On est allé travailler avec les courtiers, avec qui on a des grands partenariats pour aussi aller revoir les acquéreurs. Et là, dans cette phase de croissance qu'on connaît, nous, en tout cas depuis plusieurs mois, on a mis l'accent sur la prospection. Donc, comme on est au Rent, on a une application qui s'appelle Properties by IAD, une application qui permet de rémunérer les informations immobilières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a presque 1 million, d'affiliés, on a 950 000. Et je vois au fond de la salle l'un des cofondateurs, Karim Ouali, qui est là-bas, qui a inventé cette appli pour nous. Et donc, on a réactivé, on est en grand temps fort là sur cette application, en disant, puisque le marché redémarre, finalement, pour prendre des positions, le marché ne redémarre pas. On est acteur dans ce redémarrage de marché. Et donc, on a un gros travail pour aller activer ce qu'on appelle chez nous la liste chaude. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui accompagnent les conseillers, leurs amis, leurs familles, bref, c'est ce million d'affiliés pour dire le marché est reparti, remettez-vous vous aussi en veille et apportez des informations immobilières à vos conseillers de proximité. Et comme cette application rémunère, en moyenne, une information, donc un numéro de téléphone, un nom, un mail, donné à un conseiller immobilier qui réalise la transaction, c'est en moyenne 500 à 600 euros qui sont reversés. Donc on dirait que l'élément du moment, c'est de dire ce marché redémarre, soyons encore plus forts, soyons encore plus vite et rentrons encore plus de mandats pour avoir demain plus de chiffre d'affaires. Et donc ça passe par faire comprendre aux conseillers qui doivent eux-mêmes faire comprendre à leur entourage que l'immobilier repart et que, comme tu disais bien Olivier, ils peuvent attendre encore 10 ans pour que les conditions soient meilleures, ou alors ils peuvent se lancer maintenant. Nous, on a quand même là autour de la table tous, on a tous des modèles avec que des mandataires. C'est sûr, le mandataire, il se plaint une fois, en disant le marché c'est dur. Mais le lendemain, il va au travail, c'est sa boîte. Tu vois. Donc on n'a pas ce temps de latence d'un salarié qui pourrait se dire tiens, le marché c'est dur, c'est dur. À la fin, j'ai affaire. Donc on a, nous, une réactivité qu'on a tous. On a aujourd'hui plus d'énergie au sein de nos équipes parce que c'est leurs propres entreprises. Donc on a un élan qui est très fort. On parlera après sûrement du volume d'agents. Une énergie qui est aussi. Donc on s'appuie sur une base d'entrepreneurs qui est en grande énergie. Donc dès que le marché redémarre, à la première étincelle, on a 14 000 gars qui disent, et filles qui disent allez, on démarre. Donc ça, c'est important. Sébastien aussi. Ouais, pour compléter, la formation, l'accompagnement, évidemment, très rapidement. On avait quand même une grande majorité de nos conseillers qui n'avaient jamais vécu la période qu'on est en train de vivre, qui est tout à fait normale en réalité. Mais bon, si tu as démarré dans les 3-4 dernières années, tu n'avais pas vécu ça. Donc il a fallu l'accompagner, évidemment. Et un gros projet pour nous, en tout cas en 2025, c'est autour de la data. Je crois que ça aura échappé à personne et c'est un euphémisme que les coûts de portail ont légèrement augmenté et continuent d'augmenter. Et à ce titre, ça ne vous aura pas échappé, je crois. Non, on a senti. Bon, et donc du coup, c'est la question du retour, indépendamment de tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est la question du retour sur investissement qui se pose. Et on a un gros projet autour de vraiment 100% des leads traités sur 100% de leurs besoins et dans la durée. Et on a des vrais enjeux de base de données pour être certain que 100% des acquéreurs qui nous contactent sont effectivement traités, ils sont effectivement en base de données, ils sont effectivement alimentés régulièrement sur 100% de leurs besoins, parce que c'est des besoins d'achat, mais c'est aussi des besoins en courtage, des besoins en travaux, en assurance, etc. Donc c'est vraiment tout un projet pour aller mieux exploiter et avoir un meilleur retour sur investissement de ces investissements colossaux aujourd'hui en portail immobilier et qu'on doit rentabiliser beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. C'est vrai qu'une grosse vague, notamment dans les réseaux mandataires, il y a eu beaucoup d'entrées dans un marché qui était en pleine expansion et où souvent on entendait dire que l'acheteur n'était pas la personne dont on prenait le plus soin parce qu'on les trouvait assez facilement. Ça s'est un peu retourné avec le marché. Et donc là, ce que tu dis aussi, c'est pas parce que ça repart maintenant qu'il faut relaisser tomber les acheteurs. Au contraire, il faut en prendre peut-être encore plus soin qu'avant et pas faire la même erreur. Je le prends par un prisme financier, mais la réalité, c'est que quelle que soit la période de marché, il n'y a aucune raison qu'un acquéreur ne soit pas traité et bien accompagné dans tous les cas. Là, je le prends par cet angle-là parce que ça me paraît être un angle intéressant à prendre pour se donner une bonne raison de le faire en tout cas. Gabriel, là-dessus aussi.
Alors là-dessus, nous aussi, on a une application d'apporteur d'affaires qui s'appelle Safety Connect, qui fonctionne extrêmement fort et qui nous permet donc de donner 10% de la commission d'agence à tout apporteur d'affaires qu'on appelle nous un partenaire. Et donc on rémunère mieux qu'IAD d'ailleurs en moyenne, puisque... ah, pour la blague. C'est dit. Ouais. Non, mais non, c'est la moyenne, on est à 830 €, nous, voilà. Donc, si vous avez une information à donner, c'est mieux via Safety Connect, 830 €. 842. Bon, voilà, ça c'était pour la... 1000 à ma gauche, 1000 à ma gauche, 1000 à ma gauche. Allez, on va faire Voilà, les enchères. voilà, bon, bref. Trêve de plaisanterie. Donc Safety Connect qui marche très très fort. Nous, on a évidemment beaucoup travaillé aussi pour améliorer la qualité des annonces et des photos. Hein. On travaille avec de l'IA pour un assistant de rédaction d'annonces. Ça nous permet dans annonces de meilleure qualité, sans faute d'orthographe, retouche photo pour avoir de plus belles photos. Et qu'est-ce que ça implique ça implique plus d'appels, plus de contacts et plus de business. Donc ça, c'est un deuxième point. On accompagne aussi beaucoup nos conseillers sur la partie renégociation de mandat parce que, bien évidemment, dans cette période-là, hein, il y a un écart qui est assez important, comme toujours, mais peut-être plus que d'habitude, entre le prix de vente et puis ce qui est prêt à investir un acquéreur. Donc beaucoup de sujets sur la renégociation. Et enfin, je finirai par là, l'effet réseau de 5500 personnes, c'est aussi le fait de travailler ensemble et donc beaucoup de ventes partagées entre conseillers du réseau. Très clair. Et tu sens un peu que tes conseillers reprennent le moral? C'est vrai qu'il y a eu une baisse de morale très claire il y a un an, un peu plus d'un an avec toutes les problématiques. Là, est-ce que tu le sens? Et peut-être aussi après, on demandera aux autres sur la table, mais cette reprise du moral, comme disait Olivier, c'est des entrepreneurs. Donc quand ils ont le moral, peut-être que le marché devient un peu plus sympa pour eux. Les Saftiens, je peux le dire, ont le moral. Ils ont le moral à fond, la preuve, ils sont là sur le salon. Pour moi, c'est assez clair. La semaine prochaine, on a notre convention à Marseille. On fait une grande convention chaque année, on tourne en France. Le record, c'était l'année dernière à Toulouse, on avait 2000 personnes. Et cette année, et c'est un bon indicateur, on a 2300 personnes inscrites à Marseille. Donc les gens sont plus que jamais mobilisés dans le réseau pour être là, pour faire la fête ensemble et partager des bons moments. Bon, tant mieux. Il faut que ça... On est tous invités. On vient de tous être invités. Venez les amis, venez. Non mais tant mieux. Christophe, pareil sur cette partie, comment tu diffuses le message auprès des conseillers, comment tu trouves leur morale aujourd'hui et comment on fait en sorte que les écueils des quelques dernières années ne soient pas les écueils de cette reprise? Alors je pense que la première chose, c'est quand il y a du vent dans les voiles, forcément, c'est plus facile pour tout le monde. Alors on a tous nos outils, on a les apporteurs. Et alors il y a deux choses, je pense, qui sont des accélérateurs en fait du marché. Il y a l'utilisation des technos. Alors chez nous, c'est l'estimation immobilière. Quand il y a un regain d'intérêt pour l'immobilier, on fait plus d'estimations et donc logiquement, en fait, on apporte plus de leads à nos conseillers qui font plus de chiffre d'affaires. Enfin, c'est une logique purement mathématique. Et donc ça fait à peu près 30% du chiffre d'affaires de nos conseillers et c'est un facteur d'accélération. On fait plus de chiffre d'affaires globalement avec moins de conseillers aussi, et je pense que ça c'est partagé par tout le monde ici. Et donc quand on fait 35% de croissance du chiffre d'affaires, on fait plutôt 50% de chiffre d'affaires en plus par conseiller. C'est la deuxième chose. Et le troisième point qui est aussi important, c'est que on a quand même fondé nos sociétés beaucoup sur la reconversion, c'est-à-dire des personnes qui ne faisaient pas forcément d'immobilier auparavant et qui se sont mis à faire de l'immobilier. Dans les derniers mois, quand on allait voir quelqu'un qui ne faisait pas d'immobilier, pour lui proposer de faire de l'immobilier, c'était compliqué. S'il était normalement constitué, quand il allait voir son conjoint ou sa conjointe le soir, pour lui expliquer qu'il allait devenir indépendant et faire de l'immobilier, normalement, en fait, le couple ne passait pas la nuit. Donc, aujourd'hui, on retrouve en fait des personnes qui veulent rechanger de vie et les conditions de marché redeviennent attractives pour changer de vie. Donc le business de la reconversion, qui a été quand même le fondement de nos business, notamment quand on fait du MLM, revient sur le marché. Donc c'est un facteur d'accélération du business global, mais aussi en fait des entreprises que contribuent à constituer l'ensemble de nos conseillers. Michel. Ouais, alors tiens, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à contrario, je trouve que dans cette période qu'on vient de traverser et qu'on est en train de traverser, ce qui est sympathique aussi, c'est qu'on fait découvrir à des personnes qui étaient en agence immobilière, c'est à peu près 50% de nos recrutements, nous, depuis le début de l'année, nos modèles, ces personnes qui nous rejoignent, qui avaient des a priori, qui étaient historiques, on va dire, justement découvrent une autre manière de travailler, une autre manière d'être rémunéré. Et ça, c'est un grand point fort de cette période. Juste pour revenir, nous, on a travaillé, je ne vais pas parler de techno, je ne vais pas parler d'application ni d'argent, mais
on les a beaucoup fait travailler sur un retour à l'essentiel du métier, puisque finalement on revient dans un cycle relativement classique et historique de l'immobilier. On les a fait travailler sur la composition de leur portefeuille, pour effectivement avoir des propositions cohérentes à proposer aux acquéreurs, ce qui n'était plus le cas, puisque finalement tous les biens se vendaient quasiment pendant une certaine période. Donc il a fallu réapprendre comment je compose mon portefeuille pour avoir une offre pertinente pour mes acquéreurs. Et par ailleurs, on les a fait bénéficier d'un partenariat avec une société de services nationale où ils sont retournés sur le terrain pour présenter ces services partout en France, dans toutes les petites villes de France. Voilà. Donc tu sens un petit chiffre dans les profils qui vous rejoignent par rapport à il y a peut-être 4 ans. Totalement. Et la mixité, on va dire, des cultures sur ce domaine-là est excellent. Moi, je trouve qu'il est excellent et c'est un grand plus de cette période. Ça, c'est un point que je voulais traiter avec vous, puisque le titre est quand même comment les réseaux de mandataires aussi, au-delà des mandataires, mais comment les réseaux peuvent en profiter. Au-delà de parler de qui est le meilleur modèle entre agences classiques, mandataires, etc., ça m'intéresse quand même d'avoir, votre opinion sur aujourd'hui pourquoi, selon vous avez, via les réseaux de mandataires, un modèle résilient, un modèle adapté à cette reprise, ou en tout cas à ce que va être le marché sur les prochaines années. Que sont les points forts et c'est pour ça qu'on parle de comment les réseaux de mandataires peuvent en profiter. C'est quoi les points forts d'un réseau aujourd'hui, comme les vôtres, dans cette période-là? Alors, je pense que pour être générique, parce qu'effectivement, on a tous des apporteurs d'affaires, on a tous à peu près le même kit, on a 2 challenges. Un, qu'ils l'utilisent et qu'ils le poussent au maximum des capacités, parce qu'avoir des beaux outils, s'ils ne sont pas utilisés, donc là, il y a un gros effort d'animation, de formation, etc. Mais je crois que le socle numéro 1 de tous ceux qui sont autour de cette table, c'est qu'on a des entrepreneurs. Et un entrepreneur, il se lève le matin avec la niaque, il est très, très engagé. Les premiers qui le notent, c'est les clients. D'où l'installation de notre business model. Ces personnes se battent très certainement plus et ont plus d'engagement, plus de volonté au quotidien. Et ça fait la différence. Et ça, c'est certainement le point aussi commun en plus ou au-delà de ce qu'on est capable de mettre comme ressources ou comme outil ou comme apporteur d'affaires ou comme modèle de rémunération. Voilà. Et on peut rêver de récupérer un grand nombre de professionnels qui arrivent des agences. La réalité, c'est que les 2 modèles peuvent vivre, bien évidemment. Il faut respecter chacun. Et si je prends Capifrance, qui est vraiment le réseau des professionnels, on a plus de professionnels que jamais. Et on a aussi une vague de professionnels, c'est ceux qui reviennent chez Capifrance. Et on a tous les mois un nombre significatif de retours. Parce que pour aller, entre autres, chercher des prestations moins chères ou que sais-je, ils se sont rendus compte que le niveau de service était moindre, alors que leur rôle, c'est quand même de générer et de suivre des biens, des clients, acheteurs, vendeurs. C'est la phase visible de notre organisation. Et nous, notre responsabilité, c'est de leur faciliter la vie par nos outils, nos process, nos études, nos investissements marketing et que sais-je. Et ça, ils l'ont très, très bien compris. Et bien évidemment, a été évoqué la diffusion ou l'investissement. C'est nous qui finançons ces investissements. Et les agences qui ont souffert, qui ont des frais fixes beaucoup plus forts que nos conseillers, ont sous-investi en diffusion ou en visibilité. Et bien évidemment, comme nous, on a gardé notre cap, et c'était notre engagement auprès de tous ces entrepreneurs, je pense qu'on a plus de chances d'en récolter les bénéfices. Et les taux qu'on partage tous en termes de croissance, de mandat de compromis ou d'actes, sont le reflet, parce que les taux qui ont été évoqués il y a quelques minutes ne correspondent pas du tout à la moyenne du marché français. Donc on a une surperformance côté réseau de mandataires, mais moi j'ai beaucoup de respect pour mes équipes parce que c'est majoritairement leur tempérament qui fait la différence. Donc le fait que ce soit des entrepreneurs, en effet, leur permet d'être plus résilients selon toi dans cette période. Olivier, pareil, mais question quand même, c'est quand on est entrepreneur ou quand on est indépendant, même si évidemment ils sont accompagnés par vos structures, on est un peu plus seul que quand on travaille dans une équipe de 10 en agence. Et est-ce que justement dans ces moments d'incertitude, c'est pas plus dur que d'être entrepreneur, que d'avoir une sûreté du salariat ou autre? Aujourd'hui d'abord, quand on parle de salariés, on ne parle que de la moitié des effectifs des agences vitrées, puisque 53% sont des salariés pour 47% d'indépendants. Donc en agence, ils ont des agents co. Non, nous ce qu'on a appris dans cette période, dans cette crise, on a appris plusieurs choses. La première, c'est que nous, on est jeunes, on n'a que 16 ans. On n'a que 16 ans, hein, donc en 16 ans, on a toujours dit, les mandataires, IAD, en tant que leader, oui, mais réussi parce que vous profitez de la croissance.
On vient de démontrer en battant le record de part de marché en France, que même dans un marché en décroissance, on prend la part de marché. Donc ça, c'était aussi rassurant pour nous. Quand tu ne vis que dans un marché qui est en croissance globalement depuis 15-16 ans, globalement, quand tu prends une claque comme tout le monde s'est les pris sur le marché avec près de 400 000 transactions de moins, tu dis tiens, mon modèle est résilient. On a appris ça. Deuxième chose qu'on a apprise, Michel l'a un peu dit, c'est qu'on a pêché par évidence. On s'est dit on est numéro 1. On a 14 000 mandataires. On fait 60 000 transactions il y a 2 ans. Et on a découvert qu'il y avait des pros de l'immobilier qui ne savaient pas ce qu'était qu'un mandataire, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un mandataire dans un réseau, qui ne savaient pas qu'on pouvait être propriétaire d'un fonds de commerce, qui ne savaient pas qu'on pouvait développer une équipe. Et nous, on a augmenté le taux de pros voulant dire d'agence dans notre jargon, de 50%. Et en fait, ces personnes qui étaient en difficulté financière, en redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde, malheureusement en fermeture parfois, ça n'a pas été simple, mais ils sont tournés vers nous et on s'est dit, mais mince, pourquoi on ne leur a jamais parlé? Pourquoi on n'a pas présenté? Et donc, quand tu te positionnes en leader, tu dis, finalement, tout le monde te connaît. Non, ils ne connaissaient pas le. Et comme Michel, on a vu une accélération des professionnels qui nous ont rejoints. Là, on vient de faire 2 très très bons mois en septembre-octobre, avec une proportion de professionnels qui a fait plus de 60% par rapport à auparavant. Donc, finalement, quand tu survis à une crise comme ça, quand tu t'en sors plutôt très bien, qu'est-ce que j'ai appris? On a appris ces 3 points-là et on dit qu'on a une méconnaissance de nos modèles, de nos taux de rémunération, de la construction d'équipes, de fonds de commerce, des outils. Nous, tous les pros qui nous rejoignent nous disent mais si j'avais su que vous aviez 220 points de formation, 600 formateurs, université, on m'avait jamais dit ça. Et donc, on n'a pas été bon. Et cette crise nous permettra d'être encore meilleurs pour présenter à la profession ce qu'on est capable d'apporter aux entrepreneurs. Et le dernier point, Olivier l'a dit, moi j'en suis convaincu, nous avons des entrepreneurs. L'entrepreneur, je crois que c'est ton frère qui le disait, il avait une formule que j'ai oubliée. Tu l'as? C'est 3 mauvaises nouvelles le matin, 3 mauvaises nouvelles le soir. Exactement, c'est ça. 3 bonnes nouvelles le matin, 3 mauvaises nouvelles le soir. Exactement. Nous, entrepreneurs, ils sont au travail. Ils développent leurs équipes. Ils sont 14 000, on a 6 000 managers. Et pourquoi on est aussi plus fort que certains modèles classiques? C'est comme ils peuvent construire leur propre organisation, on a 6 000 développeurs. On n'a pas 3-4 développeurs, on a 6 000 managers chez nous qui disent « mais moi, je crée mon entreprise ». Donc la conjugaison de tout ça fait que je pense qu'on a un modèle. Et encore une fois, moi je suis de ceux qui disent que les modèles cohabitent. Vous avez un modèle hybride, un mix. Moi je pense que tous les modèles peuvent exister. Mais en tout cas, on doit, nous, la profession, et avec la maison des mandataires notamment, continuer à porter haut et fort ce qu'est un mandataire, ce qu'est un réseau, les outils, l'accompagnement, parce que nous, on a appris que cette profession était encore méconnue. Si je peux rajouter un truc, et j'abonde dans ton sens, c'est que dans les mois derniers, on a eu des agences qui allaient plutôt mal, qui nous ont rejoints, ou des professionnels qui allaient plutôt mal. Et depuis quelques semaines, on a également des agences qui vont bien, qui découvrent le modèle, comme tu dis, et qui adhèrent complètement à notre modèle, au modèle de rémunération, à l'organisation. Et ça fait aussi une accélération assez forte en fait, des chiffres d'affaires de notre croissance. Et pour aller dans ton sens, à mon tour, dans la légèreté de ce que représente, quand tu dois investir un droit d'entrée 200, 300, 400 000 euros, avoir des loyers de 7 ou 8 000 euros, la crise a été aussi apprenante pour eux, en disant mais finalement, si j'avais un modèle plus léger, peut-être que j'aurais pu traverser cette épreuve. Et donc, on discute avec des patrons d'agence qui nous disent, mais finalement, le métier, c'est le même, globalement. La tech fait qu'aujourd'hui, on peut se passer parfois de points physiques. Il y a des endroits où on ne peut pas s'en passer, des modèles qui peu importe. Mais en tout cas, je pense que ça a été une sorte de résonance pour chacun pour dire, mais finalement, il y a autre chose que ce que je connais depuis toujours. C'est ce qu'on a appris, nous, exactement comme toi. Et c'est marrant parce que depuis 10 ans, on dit il faut apprendre à voyager léger, on va plus vite, on va plus fort, et avec la puissance du volume qu'on leur apporte, en fait, c'est un avantage énorme aujourd'hui sur le marché. Et c'est vrai qu'on avait en plus beaucoup entendu quand le marché se retournera, on verra chez les mandataires, tous ceux qui ne travaillent pas. Et c'est vrai que manifestement, il y a eu une résilience très claire du modèle. Donc c'est intéressant maintenant qu'on a ce recul. Sébastien, toi qui as en effet un modèle plus hybride, comment tu vois ce sujet-là et comment tu aides tes conseillers ou comment tu présentes le modèle, enfin toutes ces choses-là dans ce marché qui repart? Mais je suis ravi d'avoir entendu parler d'entrepreneuriat parce que c'est vraiment au cœur de notre ADN dans un modèle interdépendant d'entrepreneur à entrepreneur. Et un entrepreneur, il veut des perspectives de carrière. Et on parlait de la reconversion, c'est l'étape 1 parfois des personnes qui nous rejoignent et c'est comment on leur offre des perspectives. Je deviens un top agent, je suis accompagné pour devenir un top agent, puis de top agent, je vais monter une équipe. Chez nous, ça s'appelle une méga team. Et puis, on a un accompagnement à la VAE. Donc, je vais obtenir ma carte professionnelle et avec cette carte professionnelle, je vais peut-être pouvoir aller m'installer à l'extérieur du market center pour aller occuper un territoire sur lequel je suis déjà implanté historiquement et venir planter un drapeau en local et accompagner mes clients en plus grande proximité. Donc, l'entrepreneuriat, c'est des perspectives de carrière. Et puis, des entrepreneurs, ça s'accompagne aussi sur l'entrepreneuriat. Et là aussi, on a tout un projet. Les formations métiers, c'est fondamental. Mais comment je gère mes finances?
comment je prends soin de moi, comment je suis un bon manager, comment est-ce que j'accompagne. Voilà. Et d'équiper aussi ces conseillers qui veulent ces perspectives de carrière à l'entrepreneuriat au sens large et qui évoquent beaucoup d'autres choses que simplement le métier au quotidien. Et ces entrepreneurs, ils méritent d'être accompagnés, pas seulement sur le métier, mais aussi sur cette dimension entrepreneuriale pour leur permettre d'avoir ces perspectives de carrière qu'ils attendent dans nos structures. C'est vrai, et c'est d'autant plus important que le métier d'agent immobilier n'a pas été forcément vu historiquement comme un métier d'entrepreneur. C'est aussi un peu nouveau, en tout cas en France. Et donc, quelqu'un qui veut devenir entrepreneur absolument, c'est peut-être pas au métier d'agent immobilier auquel il pense en premier. Donc, vous avez en effet cette double acculturation à faire, de dire qu'il faut être un bon conseiller, un bon agent, mais aussi, j'allais dire, maîtriser la vie d'entrepreneur. Ça ne s'apprend pas comme ça, mais en tout cas, il y a quelques règles à respecter. Il faut y être prêt, il faut être préparé. Tu disais qu'ils sont souvent seuls. Non, ils sont jamais seuls. Et dans nos écosystèmes, c'est fondamental. C'est d'avoir une empreinte locale dans un market center avec des équipes qui t'accompagnent au quotidien, avec plusieurs dizaines, 80, 90, 100 agents au quotidien qui sont sur le même territoire que toi, avec lequel tu collabores, tu partages. Donc non, entrepreneur, oui, mais jamais seul. Gabriel, là-dessus, sur au-delà, alors j'imagine toi aussi tu as la dimension évidemment entrepreneur. Est-ce que tu en as d'autres en tête d'ailleurs sur pourquoi aujourd'hui les réseaux de mandataires sont justement bien armés pour profiter de cette reprise, au-delà du fait qu'ils ont ce réseau d'entrepreneurs au sein d'eux? C'est vrai que nous, on a très bien résisté, en tout cas en nombre d'entrepreneurs, hein, puisque on est resté stable à 5500. C'est autant de Safetiens aujourd'hui qu'il y a un an. Ce qui, au vu du contexte et quand je vois ce qui se passe dans d'autres réseaux, dans des agences traditionnelles, est un très bon résultat. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'aide de tout le siège du réseau. On a 200 salariés au siège à Toulouse qui accompagnent, qui forment, qui créent des outils tech. On a 60 personnes en outils tech pour aider vraiment nos mandataires au quotidien. 92 000 heures de formation l'année dernière sur l'ensemble du réseau. Hein. Donc c'est beaucoup plus en général que sur les agences traditionnelles. Et c'est aussi évidemment tout le travail des managers. On a aujourd'hui plus de 2000 managers sur le terrain qui gèrent des équipes, qui développent des équipes, qui les aident, qui les accompagnent, qui leur remontent le moral quand c'est nécessaire, qui organisent des réunions pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Et beaucoup d'événements aussi. Hein. On parlait tout à l'heure de la convention à Marseille, 2300 personnes, une très grosse mobilisation du réseau, mais on fait aussi des événements régionaux, on fait aussi un club excellence, on anime, on a un stand Orint aussi pour accueillir tous les Safetiens qui sont là. Donc c'est aussi ça, le sentiment d'appartenance au réseau. C'est ça qui fait qu'on résiste et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'espoir sur la reprise. Donc des entrepreneurs motivés qui sont soutenus par le siège avec tous les services dont ils ont besoin et que vous voyez souvent pour ne pas les laisser trop seuls. Ce qu'on dit souvent, c'est voilà, Safety, on voit la vie en orange. Voilà. C'est beau, c'est un beau slogan. Pour finir là-dessus, il nous reste juste 3 minutes. Donc Christophe et Michel, un petit mot là-dessus. Et après, j'aurai une dernière petite question. Oui, pour rebondir là-dessus, je pense que dans cette période, on fait découvrir à des personnes qui ne connaissaient pas ou qui avaient une mauvaise vision de nos entreprises, effectivement, des sociétés qui sont crédibles. Et on gagne en crédibilité parce qu'on est capable de former. C'est des dizaines de milliers d'heures de formation chez Propriété Privée par an. C'est un accompagnement notamment juridique. Moi, je suis toujours surpris par la faiblesse de l'accompagnement juridique dans d'autres domaines, dans notre métier. Nous, on a 10 personnes au service juridique qui sont là pour être en permanence, accompagner les conseillers. Et c'est vrai que si on peut sortir de cette période en étant plus crédible, voilà, on en profitera largement. Juste une chose, un tout petit mot sur la notion de modèle. En fait, ce terme de modèle me continue à me déranger de plus en plus parce qu'en fait, si on peut sortir de cette période en se disant le vrai sujet, c'est le client, comment on le rencontre, quels besoins il a, comment il souhaite, entre guillemets, consommer l'immobilier, toute la profession aura gagné énormément dans sa crédibilité avec la clientèle. Ouais, tu as raison, hein, je partage ça, on fait tous le même métier. Mais par rapport à ce que disait Sébastien, il faut quand même présenter à ceux qui veulent devenir entrepreneurs les modèles d'entrepreneuriat. Tu peux faire de l'immobilier comme salarié, tu peux le faire en franchisé, tu peux le faire dans un market center, tu peux le faire en agent co. Nous, on propose de le faire dans un modèle différent. Donc le modèle d'entrepreneuriat, il est majeur à faire connaître. Tu vois. On fait tous le même métier d'immobilier, qui qu'on soit, tu vois. Par contre, le modèle entrepreneurial, il faut qu'on soit très fort pour présenter les bénéfices et les avantages de ce modèle de mandataire. Je l'évoquais bien entendu par rapport au client final, parce que finalement on parle beaucoup des conseillers, mais c'est le client final qui doit être satisfait. Lui, il ne reconnaît pas un agent co d'un salarié quand il fait une visite. Tu as raison. C'est ça, voilà. Et lui, il a un besoin, et c'est ce besoin qui sera notre force dans le futur si on y répond favorablement. Très clair. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, et chacun, on va essayer de donner votre réponse en 3 mots, parce qu'il nous reste 1 minute 30. Justement, on parle beaucoup des différents modèles, différentes manières de vendre via un agent co, un salarié, un mandataire. Mais on parle un peu moins des 30% encore, ou 30 et quelques de parts qui sont au PAP. Est-ce que ça, c'est un sujet chez vous? Et si oui, demain, comment vous
ce serait quoi les 3 mots pour vous que vous donneriez à un mandataire ou à un conseiller pour le rendre indispensable dans la transaction? Au-delà de le rendre le meilleur modèle ou le meilleur agent, mais comment on rend ce conseiller indispensable? Parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels l'intermédiation est beaucoup plus élevée qu'en France. Et donc, c'est pas parce que les chiffres sont les mêmes depuis 10 ans en France qu'ils vont pas être amenés à évoluer. Donc, comment on le rend, peut-être en 3 mots, indispensable, ce conseiller en 2025? Déjà, on fait, nous, tous les ans une étude IFOP Optium. Et le nombre de transactions réalisées en PAP baisse chaque année depuis 10 ans. Ce n'est pas stable, il y a 1 point, 2 points d'érodés chaque année. Ce qui veut dire que par la complexité du marché, de la régulation, l'enjeu sur les prix, les Français, un peu comme les anglo-saxons, ou doucement tendent vers les anglo-saxons à renforcer le recours à un professionnel pour un élément de leur patrimoine qui est clé. Donc ça, il faut le souligner, parce que si on ne le dit pas, on continue à servir bien évidemment le PAP, et ce n'est pas notre vocation, certainement pas. Et en termes de modèle, moi, comme nous sommes à Reims, je dirais simplement que Valérie Létard, la ministre du Logement, est venue à Reims ce matin. Elle n'a reçu qu'une délégation, et toutes les personnes qui sont autour de cette table ronde étaient présentes à cette délégation, ce qui veut dire que n'ayons plus le complexe du modèle. Le modèle, il est là, il s'est imposé. La preuve, la ministre nous a reçus, elle n'a pas reçu d'autres type, modèle ou autre. Et qu'est-ce qu'on défend? On défend le service immobilier, qu'on fasse de la location, de la transaction ou que sais-je. Et finalement, c'est ce qui compte. C'est qu'est-ce qu'on est capable de mettre comme service et être tiers de confiance. C'est très, très développé en Angleterre, aux États-Unis. Ça progresse en France. Le DPE, c'était la merde, mais c'est aussi une solution ou une opportunité pour amener plus de services aux propriétaires et à l'acquéreur. Et si on continue dans cette veine, et c'est ce sur quoi tout un chacun ici investit, comme vous d'ailleurs à la maison des mandataires, et ben continuons comme ça. En 2 mots, puisque je vois qu'on a plus de temps, en 2 mots chacun. 3 mots, service, ça c'est le plus important, professionnalisme et humain. C'est vraiment ça qui fait la clé. Et je mets un 4e point qui est de passer par les pros, c'est la sécurité. Sécurité Tracfin, fausses annonces sur le bon coin, il n'y en a pas chez nous. Et donc le financement qu'on accompagne, donc on est vraiment en solution de service. Et on ne peut pas conclure sans avoir la date de ta convention, parce que tu nous as invités. C'est quand? C'est jeudi prochain à Marseille. Mais On ils y sont sera. tous On y sera. conviés aussi dans le Tout le monde est invité. On y sera. Juste un dernier petit mot, Sébastien. On a avant de oublié le clôturer. plus important, on a oublié la collaboration. Et pour moi, le gain de part de marché sur le particulier, c'est notre capacité à collaborer. J'ai vu beaucoup de points de convergence dans tout ce qu'on a évoqué là. Il manque plus qu'à collaborer et à partager l'ensemble de nos mandats ensemble. Et je pense qu'on ira gagner des parts de marché. Dernier petit mot. Si pour aussi en pensant aux clients toujours, si on peut rester comme les acteurs qui sont le juste prix de l'immobilier, ça restera bien. On sait qu'il y a quelques portails qui peuvent venir contrer notre stratégie, qui est vraiment d'avoir des tarifs que les Français peuvent payer. Mais on est là pour justement avoir un tarif de l'immobilier compatible avec des services de qualité. Voilà. Depuis quelques années, on a contribué quand même tous autour de la table à faire baisser le niveau de commission et à redonner du pouvoir d'achat aux Français. Donc c'est aussi un point très important à souligner. Et pourvu que ça dure. Et donc rendez-vous tout le monde jeudi à Marseille pour la super convention. Merci à tous, Merci, j'espère que ça Gabriel. vous a plu. Au revoir.